toute l'organisation commerciale, supply chain, etc. était orienté sur ce catalogue. C'était pas juste un enjeu marketing. C'est vrai que quand on arrive en 2014 en stand-alone avec Kering qui nous confie les clés, en particulier à Nathalie Bala et Eric Courteil, on connaît déjà, on sait déjà notre plan. Je pense que ce qui nous a aidé, c'est que par rapport à un repreneur extérieur, nous on était dedans, on était déjà partis. On avait déjà... donc ça nous a permis de gagner du temps. Et puis après, voilà, t'as un cap et puis la ligne elle est sinueuse évidemment. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Aujourd'hui, nous avons la chance d'aller à la rencontre d'une marque iconique, d'une marque patrimoniale pour nous Français, d'une marque presque bicentenaire, j'ai nommé La Redoute. Pionnier de la vente à distance, le célèbre catalogue a toujours su s'adapter aux évolutions technologiques, d'abord avec le Minitel, puis Internet. Longtemps dans le giron de feu PPR, La Redoute est aujourd'hui complètement intégrée dans la galaxie des Galeries Lafayette, autre emblème national. Nous avons la chance de recevoir Amélie Poisson, nouvellement promue directrice générale adjointe de l'entreprise et par ailleurs membre du comité éditorial du One-to-One Retail e-commerce de Monaco, l'événement phare de notre écosystème. Avec notre invité, nous prendrons un peu de hauteur pour comprendre le marché, ou peut-être les marchés sur lesquels se positionne La Redoute. Nous ferons un focus sur les consommateurs, leurs attentes, leur comportement d'achat, les tendances observées. Ensuite, nous nous attarderons à la proposition de valeur de La Redoute. Comment l'entreprise adresse-t-elle son marché? Quelles ont été les évolutions? Quelle est la stratégie omnicanale? Et quel est le rôle des Galeries Lafayette dans la stratégie globale? Nous parlerons aussi des ventes en propre versus celles en marketplace. Et bien sûr, nous évoquerons les ambitions de développement de La Redoute qui ne s'achèvent jamais. Enfin, nous reviendrons sur le sujet des consommateurs, acquisition CRM, data client, réseaux sociaux, bref, comment La Redoute entretient-elle le lien avec ses clients? Mais avant de commencer, Amélie, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Bonjour Cyril, merci de m'accueillir. Me présenter. Tu veux dire personnellement ou professionnellement? Ce qui te vient en tête, en fait, globalement, l'idée c'est de savoir si tu as plutôt un profil marketing ou ingénieur. Ah, d'accord, ok. Donc, quels sont les Je comprends. Donc du coup, écoute, ça fait 25 ans que je suis dans le retail, pas toujours dans le digital. J'étais à Dauphine, voilà, donc j'étais marketing finance plutôt, donc pas ingénieur. Mais je travaille avec beaucoup d'ingénieurs, donc je vois bien la différence. Et écoute, j'ai fait un parcours où j'ai eu la chance de commencer chez, comme tu dis, Feu PPR, stagiaire d'un projet de Serge Wimbert à l'époque, qui s'appelait Artes, qui était une petite entreprise où on vendait des produits dérivés de l'art. Des produits dérivés de l'art? De l'art, genre la RMN, tu vois. Donc en fait, il s'était inspiré d'une chaîne qui s'appelait The Museum Company aux États-Unis à l'époque, et c'était un peu son dada. Et il s'était dit, je vais démocratiser l'art dans les centres commerciaux et je vais créer une chaîne comme ça. Et alors ça a très bien marché. Enfin, en 4 ans, moi je suis arrivée stagiaire, on était une petite équipe, et quand je suis partie, il y avait 16 magasins quand même. Après, ça a été revendu à Flammarion.
Et en fait, tu te rends compte que les Français et le patrimoine et l'art, c'est pas les Américains. On s'extasie pas devant un chat bastet tous les 4 matins. Et une fois que tu en as acheté un, c'est difficile d'en acheter un deuxième. Donc cette chaîne n'existe plus aujourd'hui. Mais moi, j'ai appris à peu près tous les métiers. Les travaux, les vitrines, acheter, faire du marketing, des événements, etc. Ce que c'était que le retail. Au bout de 4 ans, voilà, c'était une aventure entrepreneuriale très forte. T'as fait finance, enfin quand même, t'as fait le master en fait, j'ai fait le master de film classique à l'époque. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans le retail ? Alors, tu vas voir, finance, marketing. En fait, moi, je suis fan d'art. Et donc, j'étais persuadée que je voulais faire, il y avait à l'époque un DESS qui était spécifique, justement, commerce de l'art, sans être, tu vois, commissaire-priseur ou autre. Et puis, j'avais présenté que ça. Voilà, un truc où il y avait 20 places, où en face, je me suis retrouvée avec des triples diplômés, HEC, normalien et tout ce que tu veux. Donc, je n'ai pas eu ce poste et je suis rentrée à la maison, je dis, là, j'ai rien à faire. Et puis, du coup, je me suis dit, je vais faire une année de césure. Donc là, j'ai eu la chance de rentrer en stage chez Le Sieur et chez L'Oréal, en marketing. Donc, je suis un peu tombée dedans comme ça. Le Sieur et les huiles. Les huiles. Et tout à fait. Très formateur à l'époque, avec un patron du marketing qui s'appelait Attali, je m'en souviens très bien, qui était un type très inspirant. Et puis après, L'Oréal, chez Lascade, tu vois, Ushuaïa, tout ça. Là, c'était une autre ambiance. Ils étaient tous terrorisés. Ils m'ont proposé un job, j'ai dit non. Là, ils m'ont regardé, ils me disent, mais t'es folle, t'as fait que Dauphine, tu dis non. J'ai dit oui, je dis non, parce qu'en fait, vous êtes tous en train de divorcer, je vous êtes terrorisés, j'ai pas envie de travailler comme ça. Et puis, je me suis inscrite à un DESS du coup, parce qu'il fallait un bac+5 à Paris 12 Créteil, un DESS de marketing qui durait que très peu de temps, qui était très sympa d'ailleurs. Et après, il y avait 6 mois de stage. Et c'est là où je suis rentrée chez PPR en stage. Et ça a été vraiment ça qui t'a fait prendre goût au retail ? En fait, comme j'avais testé les produits, j'ai senti que le marketing produit, c'était pas mon truc. Si tu veux se raconter, ce que j'aime dans le retail, c'est la complexité, la compréhension du client. Je crois que dans le fond, je suis profondément commerçante et je trouve ça très bien le marketing produit, mais passer des heures sur la taille d'un flocon, d'un packaging, si tu veux, d'un flacon, pardon, je trouvais ça chiant, en fait. Voilà, donc assez vite, je trouvais qu'il prenait pas de risque. J'ai besoin d'adrénaline, j'ai besoin de mettre mes tripes sur la table. Et en fait, c'est très formateur. Hein. C'était très bien à L'Oréal, évidemment. Mais je sentais que c'était pas totalement pour moi. Ni dans les codes, ni dans l'excitation du job. Ok, ça t'a permis donc... continuer mes études, j'étais relativement jeune. Et puis, je suis arrivée, en fait, chez PPR. Comment ? J'avais trouvé ce stage à l'ESCP. J'appelle le mec du DRH. Il me dit, d'ailleurs, il m'a envoyé un mail l'autre jour. Antoine, il me dit, mais comment avez-vous eu cette annonce ? Vous n'êtes pas partie des 3 parisiennes. Je lui ai dit, oui, mais pourquoi vous m'appelez ? Et il me dit, parce que j'avais bossé pas mal dans l'art, de stage, hein, j'étais fan, donc j'avais fait un truc, pour l'Institut de France, j'avais fait tout mon mémoire sur les produits dérivés, c'était dans mon jeune CV à l'époque, c'était quand même assez criant. J'étais fan de brocante, de Chine, etc. Et du coup, il m'a dit non, venez me voir quand même, on a un projet, votre profil m'intéresse. Et puis en fait, on s'est bien entendu et je suis partie comme ça, stagiaire Square Bergson à l'époque. Donc là, c'est ta première expérience retail. Ouais, là, c'est ma première expérience retail, une chance incroyable de monter une chaîne de magasins. Ta première expérience pro, vraiment. Oui, alors tu sais, stagiaire bac+4 chez L'Oréal ou Le Sieur, t'apprenais plein de trucs. Hein. Non, mais je dis pas l'inverse, mais là, t'as inscrit quand même oui, bien truc, sûr. Je suis partie dans cette aventure. En fait, je suis arrivée à l'époque stagiaire du président. Ils avaient confié l'aventure à Bruno Clamens. Et puis, on a commencé tous les deux dans un bureau un peu comme on est là. Et puis voilà, au bout de 4 ans, tu avais 16 magasins, 100 personnes. On faisait quelques millions d'euros. Et voilà, et c'était une aventure incroyable. J'ai rencontré des gens, tous les autres personnes autour de moi étaient seniors, donc j'ai beaucoup appris d'eux, évidemment. Mais au bout de 4 ans, je sentais que j'avais besoin de m'inscrire dans une dynamique d'équipe et j'avais la chance d'avoir accès à des gens chez PPR qui nous suivaient de près et qui m'ont dit, tu veux faire quoi ? Et j'ai dit, je veux apprendre, je veux rentrer dans une équipe. Et ils m'ont dit, va voir Isabelle Delay à la Fnac, qui était la directrice marketing de l'époque. Et là, je suis redescendue dans ces équipes et j'ai recommencé chef de projet, marketing, et j'ai appris. J'ai passé 10 ans à la Fnac sur des métiers différents, aussi bien l'adhésion, la fameuse carte adhérent de la Fnac, que et tous les 18 mois, je changeais de job. Donc j'ai fait plein de métiers, communication, marketing et commerciaux. Toujours au siège, mais avec beaucoup d'animation aussi dans le réseau. Et là, j'ai appris énormément. Justement, qu'est-ce que tu retiens de ces 10 ans de la Fnac ?
Est-ce que c'est de l'entreprise elle-même, mais aussi et surtout de ce que tu as relevé comme défi, de ce que tu as appris Ce que je trouvais incroyable à la Fnac à l'époque, et je pense qu'il continue à me guider dans ma vie, c'est la passion. Il y avait un truc, c'était une époque où les mecs étaient passionnés. Alors, tu avais plein d'experts culturels. Alors, évidemment, comme j'aimais la culture, si tu veux, le pont entre Arthès et la Fnac était très intéressant pour moi, parce que sans être dans l'art, tu gardais un pied dans la création, sous toutes ses formes, avec des gens passionnés et passionnants. Mais il y avait une espèce de dynamique collective, une énergie collective extrêmement forte. Et ensuite, c'est clairement là où j'ai appris le début de la transformation. Comment on change une entreprise, comment on change un business model, comment on emmène des équipes, des réseaux. Toute cette dimension finalement humaine du change managérial, parce qu'à l'époque déjà, même si ça allait bien, la Fnac était pas mal attaquée. Amazon, par exemple, je l'ai en face de moi depuis toujours. C'est puisqu'il a commencé sur le livre. Et puis la dématérialisation, tu en as oublié tout ça, hein, mais la dématérialisation évidemment de la musique. Le livre, finalement ça s'est pas passé exactement, mais tu vois toutes ces mutations de changements de marché très fortes, la musique, le gaming, etc. L'avènement de l'informatique, donc un business qui est au départ très culturel, qui devient plus tech. Donc en fait en 10 ans j'ai appris ça, j'ai appris comment tu t'adaptes et comment tu navigues finalement. Et puis à un moment donné, j'ai peu travaillé sous l'ère Alexandre Bompard, mais quand même 18 mois, et je l'ai vu refaire son plan de bataille et son projet, et je trouvais ça très intéressant. J'ai énormément appris à la Fnac, avec différents patrons d'ailleurs, ils m'ont tous appris quelque chose qui est resté. Donc c'était très marquant, mais au bout de 10 ans, j'avais 9 ans et demi, je m'étais dit, j'avais 36 ans, 37 ans, je me suis dit, oula, il faut que tu t'en ailles là, c'est pas possible, tu peux pas rester plus de 10 ans dans une boîte, bon, on en reparlera. Mais du coup, un peu un espèce de défi. Et puis aussi, quand tu as grandi dans une entreprise, tu es un peu petit, puis tu montes les échelons. J'étais pas en comité de direction, c'était pas le statut qui m'intéressait, c'était l'autonomie. Et en fait, sur les dernières années, j'ai beaucoup changé de boss, et tu refais à chaque fois des projets, tu fais beaucoup de projets qui aboutissent pas, et tu as une espèce d'usure. Et je pense que ce qui est le plus important finalement dans sa vie, c'est à un moment donné savoir si on peut encore apporter quelque chose, et si tu as encore une espèce de fraîcheur et de moteur intérieur. Donc moi, je suis très sur à m'écouter, et tant que je suis alignée avec moi-même, je continue. Et là, j'ai senti que même si j'aimais la boîte, j'aimais les gens, c'était un moment pour moi de partir. Et j'ai rencontré Nathalie Bala à cette époque par l'entremise d'une personne, d'un consultant qui bossait à la fois pour la Fnac, la Redoute. Même si c'était le même groupe, la mobilité intra-groupe n'était pas si, tu vois, c'est pas des trucs qui fonctionnent très bien en général, ni chez PPR à l'époque, ni nulle part d'ailleurs. Donc on s'est rencontrés autrement, et là j'ai eu un énorme coup de cœur pour Nathalie, et je l'ai suivie dans son aventure. Voilà. Ok, et alors t'es arrivée... Je suis arrivée fin 2011, donc tu vois, il y a plus de 10 ans maintenant. Et t'avais quoi comme mission en arrivant ? Alors, en fait, en arrivant... Parce que là, il y avait la redéfinition complète de... on est un peu tôt là. Nathalie, elle a dû arriver en 2009. En 2011, en fait, ils m'ont recruté à l'époque avec Jean-Michel Noir pour transformer la marque et la communication. Je suis arrivée comme directrice de la marque sur le catalogue. Voilà. Ok. J'ai un petit peu halluciné quand j'ai débarqué. Mon dernier poste à la Fnac, c'était directeur marketing opérationnel et médias et projets et branding, etc. Donc je maîtrisais les codes de la marque, mais aussi la dimension commerciale. Mais là, je prenais le catalogue. Là, je suis tombée dans un autre monde. Hein, c'était pas du tout mon truc. Je passais je manage 30 personnes, à là, j'avais 180 personnes, juste là-dessus. Je te dis pas le montant d'investissements commerciaux à l'époque de ce qu'on dépensait, je me disais mais il y a un zéro de trop, c'est pas possible. Je me souviens de ma première réunion où tu vois, tu avais le chemin de fer des 1276 pages affiché en tout petit sur un mur. On n'était pas totalement dans une ère numérique et digitale. Et là, tout le monde se battait pour savoir si j'étais à la page 18 ou à la page 52. Je me suis dit, mais où suis-je tombée ? Et là, t'es à Roubaix ou pas ? Je suis à Roubaix, bien sûr que je suis à Roubaix. Alors je sais pas si tout le monde connaît Roubaix, et les bureaux à Roubaix, je les connais bien. Ça Ils sont changé, maintenant, c'est Aura Technologique qui est dedans. Ouais. J'ai eu des bureaux moi là-dedans. Mais j'ai aussi vu la Redoute de l'époque. Oui. C'était cohérent avec le catalogue, hein.
Écoute, j'étais pas franchement bégueule. Quand t'allais à l'époque dans des magasins, il y avait des bureaux pas toujours bien. Bon, ma dernière période à la Fnac, c'était les bureaux d'Ivry qui étaient plutôt pas mal. Mais bon, enfin voilà, je m'en foutais. C'est pas tellement... Enfin, moi, ça avait du charme. Ça avait une espèce de charme, t'avais une espèce de hall au milieu. L'équipe m'avait fait un truc de dingue. Je m'étais dit, mais cette boîte est dingue. Toute mon équipe... tu vois, le premier jour, j'arrive, j'avais rendez-vous, je me souviens, à 8h30 un lundi avec Nathalie à Roubaix. Là, tu te dis, ok, ça donne le ton. Va falloir. T'es pas dans un monde parisien, tu bosses plus tôt. Et voilà, parce qu'elle avait un emploi du temps évidemment très chargé. Je la vois 1 heure, puis après, bon voilà, j'ai un parcours d'intégration, je rencontre mes équipes, j'avais des réunions et tout. Puis à 11h30, il y a une fille qui dit Amélie, on a une urgence. Je dis, attendez. Vous êtes gentille, mais ça fait 3 heures que je suis là, quoi. Elle dit, non, viens voir et tout. Et là, il y avait un énorme hall, et ils me disent, penche-toi. Et là, t'avais plusieurs étages, et je me penche, et en bas, t'avais toutes les équipes qui avaient... Il y avait mon portrait en immense, mais il fallait voir le truc, faisait, je sais pas, 300 mètres carrés. Et ils avaient tous un cadapac, tu sais, à 3, et ils avaient reconstitué un portrait de moi pour me dire bienvenue. Ah ouais. Je me suis dit, waouh. Ah ouais. Mais où suis-je ? Mais tu vois, limite, tu vois, l'émotion te prend, tu te dis, waouh, j'ai intérêt à être à la hauteur. Et en fait, voilà, ça c'est mes premiers moments à la Redoute. Et tu sais, finalement, la vie, c'est quoi ? C'est de ressentir des émotions. Et là, tu ressens des émotions de dingue. Et tu te dis, ouais, ok, je vais me battre. Et puis c'est parti comme ça, l'aventure. Donc il y a plein de... Effectivement, vu de l'extérieur, les bureaux de l'époque étaient un peu gloops. Moi, il y avait un côté industriel que je détestais pas. En plus, moi, en l'occurrence, mon bureau était top, donc... J'avais du design, des chaises IMSS et tout, tu vois, je trouvais ça génial. Des grandes photos, parce qu'il y avait une époque où la Redoute, t'avais des photos avec des photographes de dingue. Donc t'avais des trucs... Voilà, personnellement, je m'y retrouvais assez bien. Donc voilà, donc ça, cette aventure. Et donc j'ai été embauchée comme directrice de la marque. Et puis, je pense que et Nathalie à l'époque et Kering probablement, enfin PPR, avait déjà cette idée de transformer la Redoute et de passer à autre chose. Moi, je suis pas venue au départ pour ça. Mais assez vite, c'est vrai que, bon, voilà, on est parti assez vite, au bout d'1 an, sur des projets de dire c'est quoi la suite de la Redoute. Et puis, c'est en quelle année là, que Pinot il a voulu vendre ? On a commencé à travailler dessus, je pense, fin 2012, tu vois, au bout d'un an. C'est assez rapide. C'est assez rapide pour moi. Et en fait, assez vite, j'ai pris aussi le marketing. Voilà, donc Nathalie a resserré a changé les rôles au comité à l'époque. Elle avait quoi comme rôle ? Elle était directrice générale France à l'époque, avant 2014. Et en 2014, elle était coprésidente de la Redoute avec Eric. Donc voilà, donc moi assez vite au bout d'1 an j'ai pris le marketing et en 2014 en fait si tu veux ils ont fait leur équipe, il fallait quand même faire la guerre un peu. La boîte perdait pas mal d'argent, il y avait des chantiers pharaoniques à mener à la fois en transformation et humain. Et puis il y a ceux qui ont décidé de s'inscrire dans cette dynamique et puis ceux qui sont partis faire autre chose. En 2 mots, c'est quoi justement la feuille de route là qu'il y a devant vous en 2014 que vous avez coécrit? En fait, fin 2012, tu commences à faire tes dossiers de vente, etc. Et là, j'ai participé, j'ai énormément grandi et appris d'être face à des potentiels acheteurs, quelle que soit leur nature. J'avais vu toutes les natures. Je me souviens, il fallait présenter en anglais. Je suis toujours nulle, mais totalement décomplexée aujourd'hui. À l'époque, j'étais complètement complexée sur l'anglais. À la Fnac, c'était pas du tout anglophone, donc si tu veux, à part un anglais touristique. Et donc, il fallait présenter des trucs. C'était marrant, mais t'apprends, tu prends vraiment sur toi, tu sors vraiment de ta zone de confort. Et puis, voilà, le point, c'était, à un moment donné, Kering, à l'époque, a décidé de confier... En fait, il y avait plusieurs projets, et ils ne le sentaient pas. C'était des projets où il y avait... Ça nécessitait aussi des impacts humains très, très forts. Et ils ont préféré les confier à des gens qui connaissaient l'entreprise, donc à Nathalie et Eric Courteil à l'époque, pour transformer l'entreprise. Et ils nous ont donné les moyens pour le faire. Et même s'il a fallu transformer, y compris d'un point de vue humain, on l'a fait avec des plans de départ volontaires, etc. Donc, c'était pas tout à fait la même chose. Bien sûr, non mais donc tu avais un gros volant RH, t'avais un gros volant RH de départ qui s'est fait sur deux leviers pré-retraite et départ volontaire. Parce que la situation, c'est quoi là, d'un point de vue RH, il y avait combien de personnes Il y a à peu près 1200 personnes qui sont parties.
Sur un total je sais plus à l'époque, je pourrais pas te dire exactement. Mais un ordre de grandeur, c'était 40% à peu près. Ouais, ok. Oui, c'était beaucoup. Tu devais reconstruire la logistique, donc une plateforme logistique, puisqu'elle était plus du tout adaptée, en tout cas elle n'était pas adaptée au code du e-commerce de l'époque. On avait un énorme chantier IT, qui est toujours d'ailleurs présent sous d'autres formes, mais où on a encore beaucoup d'investissements à faire. On avait ce fameux catalogue qui, si tu veux, au-delà d'un investissement marketing, orientait l'entreprise d'une certaine façon. Donc si tu voulais avoir tes doudounes, tu exposais tes doudounes en juin dans un catalogue, il fallait les avoir en stock. Donc en termes de stock management, de création des collections, etc., toute l'organisation commerciale, supply chain, etc., était orientée sur ce catalogue. C'était pas juste un enjeu marketing. Donc ça, on a commencé à travailler sur la transformation dès 2012. D'ailleurs, je pense que c'est aussi... Donc c'est sûr que c'est vrai que quand on arrive en 2014 en stand-alone avec Kering qui nous confie les clés, en particulier à Nathalie Bala et Eric Courteil, on connaît déjà, on sait déjà notre plan. Je pense que ce qui nous a aidé, c'est que par rapport à un repreneur extérieur qui aurait dû faire un audit, comprendre la situation, comprendre l'entreprise, comprendre la culture, etc., ils auraient perdu 18 mois, les mecs. Nous, on était dedans, on était déjà partis. On avait déjà... Donc ça nous a permis de gagner du temps. Et puis après, voilà, t'as un cap, et puis la ligne, elle est sinueuse, évidemment. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a été quand même en mode survie à cette époque. Et ça nous a tous... moi, ça m'a fait extrêmement grandir. J'étais déjà animée par les valeurs du collectif, mais là, c'était une question de survie. Donc tu vois plus du tout la collaboration de la même façon. Et tout de suite, il y avait plus de politique. Voilà. Et ça, c'est pour moi, qui l'ai connu dans d'autres entreprises, et pour ceux qui le connaissent aujourd'hui, le fait de... ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'individualité, il y a des caractères, il y a des convictions, au contraire, on demandait aux gens de se remettre en question, de se challenger, c'est très fort. Mais ça veut dire que tu es pas motivé que par ton intérêt personnel, que tu n'intrigues pas, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de tabou. Et donc, voilà. Ça, c'est quelque chose qui pouvait exister avant ? Dans toutes les boîtes, ça existe. Non, mais d'accord, mais là, tu dis que ça n'existe plus. Non, alors ça existait un peu. Déjà, tu avais 2 entreprises, tu en avais une internationale, une française, tu avais 2 DG à l'époque. Tu vois, il a fallu... oui, bien sûr, ça existait, c'était pas hyper fort, mais... il y a des entreprises plus politiques que d'autres. Mais il y en avait. Et puis moi, dis-toi qu'à l'époque, j'ai connu autre chose. La Fnac, c'est autre chose. Moi, j'avais appris ce que m'a appris un réseau de magasins. Quand tu travailles dans le retail, t'apprends évidemment, et surtout quand t'es au siège, il faut te faire des alliés. Ce que je dis toujours aux équipes, c'est moi, ce que j'ai beaucoup appris aussi à la Fnac, c'est de me faire une stratégie des alliés. Comment tu vends un projet en interne, comment tu travailles avec les gens. Voilà, tu ne pointes pas la fleur au fusil pour amener un truc de transformation et dire les gars, on va faire ça. Il y a des freins au changement. Voilà. Il y a des freins très forts, quels que soient derrière les obstacles. La conduite du changement, et c'est un challenge qui est pas toujours simple. Donc j'avais déjà été, on va dire, à bonne école, parce que quand tu es, il y a 10 ans, il y a 10, 12 ans, 15 ans, et que tu es une nana directrice, mais pas en codir, comex, dans une boîte de retail relativement masculine, t'apprends beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, la Redoute, c'est plutôt une boîte mixte, à parité. La Redoute, c'est une boîte... Oui, déjà, il y a une parité. Alors là, dans le COMEX, aujourd'hui, il faut qu'il y ait un peu plus de femmes. On est en train de changer un peu les choses. Mais oui, bien sûr. C'est une entreprise où il y a une belle parité. C'était très important pour Nathalie. Puis tu vois, d'avoir 2 coprésidents, un homme, une femme, et même Eric, c'était important pour lui. Enfin, c'est vrai que ça, c'est... Et c'est pour ça que je te posais la question, justement. Ouais, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que même pour les hommes de l'équipe, c'est pas un sujet, si tu veux. Donc c'est pas juste un combat de femmes ou je sais pas quoi, c'est vraiment des gens qui pensent que la mixité et la diversité des profils apportent quelque chose. Donc c'est inné pour eux, donc c'est relativement facile. Ça aussi, pour moi, ça fait, enfin, ce qui donne du coup un contexte de travail. Donc c'est vrai que les gens disent oh là là, c'est formidable ce que vous avez fait, etc. Bon, super. C'est vrai qu'on nous a donné pour mort très longtemps, très souvent. Soyons clairs, donc là, sous l'impulsion de Nathalie et Eric, on a su se redresser, mais il y avait des choses humainement qui étaient top.
qui était top et que tu voyais pas dans d'autres entreprises. Et moi, j'avais l'habitude, et j'ai encore l'habitude quand je recrute des gens, je leur dis c'est une aventure la Redoute. Parce que oui, bien sûr, quand tu es dans un espèce de confort statutaire, dans une boîte un peu hype parisienne, bon bah ok, alors là mon gars, bah tu sais, tu vas te taper ouais, c'est pas Lille, c'est Roubaix. Oui, voilà, c'est différent. Oui, il y a encore plein de pans de transformation, donc la boîte, tu vas pas, il faut allier les différentes cultures. Et donc c'est un challenge humain. On n'est pas tous des clones comme dans des boîtes tech par exemple, où tu vois que les gens ont tous la même formation, la même façon de travailler. Là, donc certains s'adaptent, ils s'intègrent, et d'autres ont plus de mal. Mais moi, j'insiste beaucoup sur ces aspects humains et ces aspects d'aventure managériale. En tout cas, c'est ce que je cherche. C'est-à-dire qu'au-delà des compétences d'un CV, aussi belles soient-elles, je pense qu'il faut absolument cet ingrédient un peu humain, d'être prêt à travailler en collaboration et de travailler avec des gens différents. Ok, donc ça, c'est un message qui est passé. Merci pour cette présentation. On va revenir sur la Redoute. Ouais. Mais avant pour aller plus dans la réalité actuelle de la Redoute, là tu nous as bien tracé une partie de l'histoire. Aujourd'hui, la Redoute, c'est plus tout à fait celle qu'elle était il y a 11 ans. Ça a changé. Pour aider à la compréhension de ce qu'est la Redoute aujourd'hui, on va faire un petit zoom arrière et puis parler du ou des marchés. Je le disais en introduction, je ne savais pas s'il fallait que je le mette au singulier ou au pluriel, puisque sur la Redoute, du fait que aussi ce soit une marketplace, tu achètes à la fois des vêtements mais aussi des meubles. Ce ne sont pas les mêmes marchés. Et puis on peut rajouter plein d'autres catégories de produits, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous adressez différents marchés. Comment en fait, comment toi tu perçois, quelque part, est-ce que c'est le e-commerce dans son ensemble, puisque vous avez quand même beaucoup de catégories, donc comment tu perçois les tendances? Le marché, c'est quoi? C'est l'offre et la demande. Donc, on va parler produits, bien sûr, mais aussi consommateur. Et presque... Enfin, tu vois, c'est important, le consommateur. Donc, sans forcément avoir un focus dédié sur la Redoute, puisqu'on y viendra après, comment tu perçois un peu tout cet écosystème dans lequel vous êtes et comment tu le définis? Alors effectivement, je reviendrai sur la Redoute et j'ai oublié un point sur la transformation. Il y avait aussi la transformation de l'offre, mais on y viendra après parce que ça donnera les clés pour comprendre qui on est aujourd'hui. Écoute, c'est le e-commerce aujourd'hui. Alors évidemment, je pense que les auditeurs et toi-même, tu vois tout l'avènement. C'est quand on est des anciens un peu du e-commerce, il y a pas si longtemps, les gens disaient oh là là, je vendrais pas des lunettes ou des chaussures sur le e-commerce en online, et puis en fait aujourd'hui tu vends absolument tout. Et les personnes qui étaient là la semaine dernière à ta place pour enregistrer, Laure Favre, elle vend de la lessive. Oui, bah évidemment. Ah oui, j'adore. Mais oui, bah évidemment, mais là en plus t'es sur du convenient, mais tu vois, les gens te disent, par exemple, un exemple qui est assez drôle, c'est que avant Covid, bon, sur le marché de la maison, si on parle de celui-là, c'est un marché encore aujourd'hui et avant Covid très retail, où du coup t'as une croissance online importante, mais où t'as une part du online qui est encore relativement faible par rapport au marché de l'habillement ou d'autres marchés. Et donc du coup tu te dis et en fait pendant le Covid ils se sont tous rendus compte qu'on pouvait vendre des canapés en ligne, hein. Donc là tout le monde se met à vendre des canapés, donc comme quoi même le confort même le confort sur un achat impliquant, les gens vont vendre arrivent à acheter en ligne, et tu vois que du coup tu as une explosion de toutes les verticales, et certaines verticales où tu avais encore un peu t'étais tranquille, mais quand même il y avait assez peu d'acteurs. Tout le monde est en train de se... Tu penses auquel? Bon, je vais pas citer mes concurrents, mais... Non, les verticales. Celle de la maison. La maison. Typiquement. Celle de la maison, là, t'as aujourd'hui une compétition sur le marché de la maison qui est beaucoup plus forte qu'avant Covid. Ok. Voilà. Parce que les retailers se sont rendus compte aussi, alors ça vient des retailers physiques qui se sont beaucoup digitalisés, avec certains qui vont très vite, hein. Alors tu les connais, les Ikea, les Maisons du Monde, mais même ça, ou d'autres plateformes plus marketplace qui se sont dit tiens, oui ok, j'étais en bricolage, je vais aller en maison. Ouais, voilà. Tout le monde voit de qui tu parles. On voit bien. Donc du coup, si tu veux, en fait, donc l'offre est pléthorique. Alors ça, c'est sur le marché de la maison, et le marché de la maison élargi. Donc la compétition est très forte.
Et pourtant, tu as un phénomène en ce moment qui est... les gens ont beaucoup consommé sur la maison pendant les 2 dernières années. Là, les achats s'orientent un peu plus. Moi, j'ai une vision en disant le contexte économique, on le connaît tous. Et du coup, tu as un report des achats en ce moment sur d'autres sujets. Je pense que le contexte géopolitique et économique, inflationniste, etc., il y a des peurs qui ressortent, tu les vois sur d'autres marchés alimentaires où les gens stockent des trucs, etc. Donc je crois à l'instant. Donc ils sont plus dans l'instant, dans le carpe diem. Donc je vais en vacances, je sors, je repars au théâtre. On a été aussi tellement privés pendant, je vais faire des loisirs, des centres, machin, truc avec mes enfants, etc. Donc, t'en as été tellement privé pendant 2 ans que oui, le marché de la maison, là, je sais pas si t'as vu les chiffres de la FEVAD sur le online, sur la maison, moins 33, bon, sur le premier trimestre. Globalement, les chiffres de la FEVAD, le online est en recul. Bon. Voilà. Alors après, encore une fois, on se compare, soit tu te compares par rapport à l'année dernière, soit tu te compares par rapport à 2019. Donc, dans le fond, j'ai aucune inquiétude sur le fait que le digital continue à croître. Là, on est dans une phase de peut-être rééquilibrage et qui est bien normal par rapport à ce qu'on a vécu. Pour les chiffres que j'ai en tête, globalement, de l'ensemble des ventes, le online, c'est 13-14%. Ça représente 13-14% de l'ensemble. Oui, alors tu as des marchés qui sont beaucoup plus... Non, mais alors, il y a des marchés où c'est beaucoup plus fort, oui. où ça l'est moins. En moyenne, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais pour revenir sur les marchés de la Redoute. Mais donc du coup, la maison, tu as ce phénomène post-Covid, un peu de rééquilibrage, ça va revenir. Voilà, quand à un moment donné, on est tous chez nous à refaire nos placards, le chambre de nos gosses, ou les terrasses, si tu veux, au bout d'un moment, voilà. Et puis, alors la mode, c'est différent. Pour moi, c'est un changement beaucoup plus profond. Tu vois que les acteurs qui gagnent sont les acteurs de seconde main qui commencent par un V. Alors il y a un espèce le marché un peu schizophrène entre la mode est un marché qui pollue et en même temps un Chine qui explose. Donc ça, tu vois cette schizophrénie. Tu te souviens de la discussion qu'on avait eue quand on était à Monaco l'année dernière, où il y avait eu cette réflexion justement sur la génération Z qui à la fois oui, tout à fait. veut consommer durable et puis va dépenser des fortunes sur Chine. Voilà, donc là, t'as 2 acteurs comme ça, un petit peu atypiques, qui tordent le marché. Donc quand on voit les chiffres du marché, il faut faire attention entre finalement les acteurs plus classiques, même online. On sait que d'autres, je sais pas si tu as vu là, même si Zalando, Azos, etc., ils ont tous publié leurs chiffres, donc tu vois bien que le premier trimestre est beaucoup plus difficile, y compris en rentabilité, donc ça pose une question. Dans le fond, je pense on est dans un marché depuis un moment de déconsommation, avec là 2 acteurs atypiques qui prennent une grosse part de marché, et on doit repenser nos modèles. En tout cas, nous, on a une conviction que la mode doit être durable, et que si on continue à la faire on la fera de façon durable. Et je pourrais t'en parler après sur ce que ça veut dire pour nous. Maintenant, alors si tu mets ces deux acteurs un peu atypiques à part, t'as aussi un avènement du sportswear, du homeware, etc. Donc t'as de quoi quand même développer ta proposition de valeur sur la mode, mais avec une mode un peu différente. Et ok, c'est intéressant. Tu le vois, quand tu regardes le ranking Kantar des sites, après et puis t'as Zalando qui truste le marché, mais ensuite t'as vraiment, par exemple Nike est très haut. Nike est devenu très haut en D2C. Leur site, il doit être, je sais plus s'ils sont à la 3e, 4e, 5e place. Mais tu vois, c'est un signe très fort. Voilà. Bien sûr. Et les marques. D'ailleurs, quand je t'entends parler, je me dis c'est une chance pour les marques. Pas pour les marques de distributeurs. Quand on pense à Zara ou à H&M, je les mets, pour moi c'est d'abord des distributeurs qui vendent leur propre collection. Oui. Les marques, c'est un Lacoste, oui. Tu vois, Nike, Adidas, voilà, etc. Et finalement, quand je t'entends parler, c'est En fait, tel qu'on voit le marché, si tu veux, tel qu'on voit le marché, ça dépend aussi, encore une fois, il y a une notion, il y a différents drivers en mode. Si tu es drivé par le prix, et c'est important le prix, évidemment, surtout par rapport au contexte inflationniste dont je parlais tout à l'heure et les inquiétudes économiques que les gens peuvent avoir. T'as tout ce que tu veux en termes d'acteurs, mais il y a une autre
mais c'est un modèle difficilement rentable ou enfin difficile à craquer. Ah, là tu parles de la fast fashion. Je parle de la fast fashion, mais de l'ultra fast fashion, parce que en mode Shein, en mode de Primark, en mode ces gens-là. Ensuite, tu as quand même un mouvement qui est de dire finalement, est-ce qu'on consommerait pas moins mais mieux? C'est là quand je parle de mode durable, de peut-être d'économie circulaire. Si j'achète demain, si je dis ok, je mets peut-être 30, 40 euros dans ce produit, c'est un peu cher, mais derrière je vais le revendre, derrière il va aller à mon deuxième enfant, derrière il a une valeur, tu as un sentiment d'économie circulaire qui est intéressant et tu te dis finalement j'achète quelque chose qui a une valeur et donc tu te vois pas forcément différemment. Et puis on a tous trop de vêtements. Donc, tu as un sujet aussi de qu'est-ce que je fais de ce patrimoine. C'est bien là-dessus que surfe Vinted. Mais il n'y a pas que ce modèle. Il y a plein de modèles qui sont en train d'éclore. Donc, je suis persuadée qu'on va continuer à acheter du neuf, mais d'une autre façon. Et du coup, c'est à chacun de se positionner et de se dire quelles sont les valeurs, comment tu fais ta mode de demain. Typiquement, nous, on a sur notre... Alors, il y a les marques avec qui on travaille et c'est très important. Et tout le monde bouge sur à la fois les critères RSE, mais la seconde vie ou l'upcycling, le recycling, etc. Et nous, sur notre marque interne, la Redoute Collection, on a une conviction qu'on doit être 100% RSE et si possible avec 2 critères. Attends, 100% RSE, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as, tel qu'on le dit aujourd'hui, ça veut dire que soit tu travailles sur les matières, la façon de faire, la production. Tu réduis, tu vois bien que sur le jean tu réduis, tu fais attention à tes teintures, tu travailles avec des cures végétales, avec des nouvelles matières, etc. Et en fait, donc nous on dit qu'un produit entre guillemets est responsable. Tu vois bien que personne n'est parfait, hein, donc sortons de ça. Peut-être le 100%, c'est ça il faut pas le consommer comme ça, mais en tout cas d'une mode plus responsable. Et on croit plus aux petits packs qu'aux grands trucs, hein, soyons clairs, parce qu'en fait les gens sont pas prêts. Je vais y venir parce que les gens sont pas prêts à payer la valeur. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que les consommateurs ils préfèrent qu'une marque lui dise, en fait, soit transparente et lui dise, voilà. Moi j'en suis au stade 2 sur une échelle de 10. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et puis donc, on est en train de passer à 3 et dans 2 ans on sera à 5. En fait, ils préfèrent, tu vois... Oui, le sujet, c'est vraiment la transparence et d'expliquer notre métier. Donc, quand je dis 2 critères pour nous, c'est quoi? C'est, par exemple, aujourd'hui, quand tu vois chez tous les distributeurs, nous compris, quand un produit est Ecotex, c'est-à-dire c'est un label qui est incompréhensible pour les clients, mais qui est pas néfaste pour la santé, c'est quand même un minimum. Il y a plein de gens, ils te disent, ok, il est Ecotex, il est pas néfaste pour la santé, donc il est responsable. Bon. Je pense que ça devient un standard, comme le coton bio va devenir un standard. Donc dès lors que tu as des standards qui sont plus responsables et meilleurs pour la planète, qu'est-ce que tu ajoutes encore sur ton produit? Est-ce que tu fais du prochain port? Est-ce que tu fais de la matière recyclée? Est-ce que, etc., etc., etc. Donc du coup, en tout cas, on travaille à cette offre, que cette offre, elle soit chargée sur ces critères RSE, que ce soit la matière, la façon de le faire, pas d'avion par exemple. Le transport, et puis derrière, tu as tous ces sujets un peu là-dessus. Je reviens sur le marché. Du coup, si tu veux, personne n'est parfait, je pense, ni les marques, ni le consommateur. C'est-à-dire qu'on est tous capables de craquer à un moment donné pour de la fast fashion, mais dans le fond, tu as quand même une lame de fond sur la mode, pour revenir là-dessus, qui fait qu'on a tous envie quand même d'une mode plus responsable et plus durable. Voilà. Alors, je suis bien d'accord avec toi. Tous les consommateurs comme les marques ne sont pas parfaits et toujours cohérents. Le consommateur n'est pas toujours cohérent. Les 2 catégories que tu viens de citer, c'est-à-dire, on va dire, l'ameublement, la maison, oui. Ameublement, déco, linge, enfin voilà, la maison d'un côté, la mode, le fashion de l'autre, ce sont les 2 métiers historiques. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, alors en fait, on a... d'abord, on vend effectivement pas mal d'autres catégories sur notre site. Déjà, dans la maison, on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller vers ce qu'on appelle le home improvement. Alors, tu pourrais dire bricolage, mais bricolage, ça revêt beaucoup de choses. En tout cas, le bricolage décoratif, tu peux aller sur tout un tas de choses, de petits travaux, mais tu peux aussi aller vers l'aménagement extérieur. Hein. On a vu que sur
sur la partie Covid, le jardin, la terrasse, devenue une pièce à part entière, ça l'était avant. Il y avait déjà des fans de jardin. Mais tu sens bien qu'aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, c'est encore plus important. On parlait de la campagne tout à l'heure. C'est cette notion de proximité à la nature est clé. Donc on a déjà des choses autour de ça, on annoncera et on est en train de développer d'autres verticales. En fait, l'enjeu de la Redoute, c'est vraiment on se voit comme un e-commerçant français spécialisé sur l'équipement des familles et de leurs maisons. Et notre mission, c'est d'embellir la vie des familles. Et quand on dit ça, on est vraiment sur... dans le embellir, tu as à la fois la RSE, tu as le design, parce que c'est aussi... on a un vrai savoir-faire de design, en maison, mais aussi en mode. Et du coup, c'est ce côté beau, design, etc. Embellir, c'est aussi la facilité, l'expérience client. Mais du coup, on est sur plus de catégories que juste les vêtements ou les meubles. On va vers l'aménagement global de la maison et l'ensemble des solutions. Et sur la personne, là on vient de lancer par exemple la cosmétique avec les GL, avec les Galeries Lafayette, on va y revenir. On pense que le care est très important, c'est-à-dire que, et le sport aussi. On est plus dans je me sens bien avec moi-même, cette notion de bien se sentir avec soi-même. Bah ok, t'as tes vêtements, t'as le confort des vêtements, mais t'as aussi le sport et d'une certaine façon, tu peux être du sport à la maison, on va pas devenir Décathlon, c'est pas ça. Mais ça fait partie d'un lifestyle. Ça me fait penser au catalogue qu'il y avait enfant chez moi. Oui, il était déjà comme ça. Il était comme ça. Bien sûr. Bien sûr. Il y avait à la fois les jouets. Il y avait les jouets, on vend des jouets, on a branché chapitre, on vend du livre. Oui. Le jeu. En fait, tu veux, dans embellir la vie de famille, il y a les moments familiaux, il y a pourquoi pas jouer à un jeu de société, il y a etc. Pourquoi pas lire un bouquin chez soi, etc. Donc oui, on est en train d'étendre ces catégories, on retravaille sur notre positionnement, on y reviendra un peu plus tard, mais très clairement on va réaffirmer ça. Le sujet, quand tu es une marque qui a presque 200 ans, en tout cas ça, 184, 5, bon, en tout cas plus de 180, je me vois pas vieillir. Du coup, c'est que tu as, c'est des marques patrimoniales, tu l'as dit, et il y a un mythe. Et le mythe, on a encore ce mythe du catalogue, mais il faut en faire un atout et réactiver. Alors, finalement sur notre génération. Mais oui, mais du coup, tu sais, ce mythe, les mythes des marques ont parfois la vie dure. Et donc, tout l'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est justement de faire connaître ces autres catégories, c'est des occasions d'achat, et de positionner la Redoute sur, finalement, comment je pourrais le dire, ce facilitateur, cet enabler, ce sélectionneur, parce qu'on y reviendra, on a un sujet, nous, on voit le e-commerce en tant que sélectionneur, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que tous nos concurrents. Alors vas-y, développe. Mais juste pour finir ma phrase, ouais. Tu vois, de sélectionneur du meilleur pour votre vie de famille. Je développe dans le sens où en fait on pense qu'il y a un autre phénomène sur le marché, qui est un phénomène d'hyper choix. Tout à l'heure on a touché du doigt le fait que tout le monde allait vendre de tout. Et à un moment donné, la différence ne fait pas vachement sur le prix. Elle peut se faire beaucoup sur la livraison, la satisfaction client, l'expérience client. Mais à un moment donné, on pense que l'hyper-choix, et d'ailleurs on l'a dans toutes nos études, est un frein au développement du e-commerce. Tu passes trop de temps, les gens ça les gonfle, tu n'arrives pas à naviguer, comme etc. Sur Netflix, quand tu passes plus de temps à chercher et du coup, tu regardes toujours la même chose, et du coup, etc. Donc, du coup, alors Netflix, pour moi, Netflix c'est un bon modèle parce qu'ils te personnalisent. Normalement, ils sont quand même très forts à te refaire découvrir des trucs. Dis-moi, raconte-moi que tu n'as jamais passé 1 heure à sélectionner un truc, et puis au final, t'éteins. Non, franchement, ça t'est jamais arrivé. Si, bien sûr que ça m'est arrivé. Mais c'est pas les moins bons sur le sujet, si tu veux. Non, bien sûr. Donc, du coup, en fait, on veut vraiment se positionner comme un point de référence, voilà. Et du coup, cette notion de sélection, par exemple, notre marketplace, on a 600, 700 vendeurs. En fait, t'es un tiers de confiance. Tu veux dire, nous, on a fait notre travail. On fait notre boulot de curateur et de sélectionneur. C'est ça. Voilà. Donc si c'est là, c'est pas parce que c'est une référence en plus, c'est parce qu'il y a eu un processus de sélection et qu'on a fait la curation de cette catégorie. Et donc on est en train de retravailler sur même nos choix de vendeurs. Voilà, est-ce que c'est les bons, est-ce qu'ils ont la bonne offre, le bon positionnement de prix, la bonne expérience client, etc. Tu es en train de dire que c'est vrai pour les produits de la Redoute, mais c'est vrai aussi pour la marketplace. Exactement. D'accord. Aujourd'hui, le rapport entre vos produits et la marketplace, comment... Alors aujourd'hui, notre marketplace est que en France, mais on va la développer à l'international d'ici quelques temps. Donc en France, c'est à peu près 30% du volume d'affaires. D'accord.
Voilà. Donc c'est quand même un fort contributeur. C'est un fort contributeur. Bien sûr, c'est un fort contributeur, c'est un fort levier de recrutement. Est-ce que tu parles de recrutement, ça vous permet, comment dire, vous voyez que les consommateurs qui viennent sur la marketplace parce qu'il y a une offre qui leur convient, ça les fait circuler dans les autres catégories. Est-ce que vous arrivez à suivre ce genre de sujet ? Bien sûr, on arrive à suivre ce genre de sujet. Tout notre enjeu est de les faire circuler plus. Voilà. D'accord. Revenons sur l'offre, oui. Avant qu'on parle de comment vous animez vos consommateurs. En ce qui concerne l'offre et l'expérience d'achat, c'est quoi vos challenges les plus importants ? C'est quoi la direction que vous voulez prendre ? Sur l'offre, tout à l'heure, j'ai pas dit, mais dans la transformation, il y a eu aussi une transformation profonde de l'offre. Alors, interne, sur le marché de la maison, nos produits, donc la redoute intérieure à MPM, c'est encore 70% de notre chiffre d'affaires. Hein. Okay. D'accord ? Donc là, j'ai envie de te dire que pour moi, c'est des marques exclusives. C'est ce qui fait aussi notre marque de fabrique. Alors, sur la maison, c'est moins un marché de marque. Donc, on étend l'offre et les marques, mais du coup, c'est très important et il y a eu un formidable travail de design et il y a toujours un savoir-faire très fort et on doit développer la notoriété de ces marques et de ces produits. Voilà. Tu l'as dit, c'est vrai que si on repart dans le passé, dans le catalogue, il y avait beaucoup de choses et beaucoup de catégories. Mais dans la tête des gens, la Redoute, en tout cas trop de personnes encore, parce qu'on a quand même beaucoup progressé, la Redoute est encore trop connue pour certains juste comme une marque de mode femme. Donc c'était la question que je voulais... Ils identifient ça. Donc moi, mon enjeu, c'est continuer l'extension d'offres et la qualité d'offres, évidemment, mais c'est de faire savoir toutes ces catégories. Alors, dans les chiffres, la maison, c'est 70% de notre business, donc c'est une réalité et on a su séduire plein de clients, etc. Et tous les jours, on nous dit à quel point ce travail est formidable, mais on a un sujet encore d'aller plus loin. On a une opportunité, un potentiel de croissance très fort sur la maison parce que on n'est pas encore identifié comme d'autres acteurs où c'est des spécialistes maison, ils sont connus pour ça. Moi, j'ai un levier de notoriété et de considération très fort. On va en reparler, mais je rebondis sur ce que tu dis. Aujourd'hui, il y a autant d'hommes que de femmes qui sont vos consommateurs ou c'est encore très féminin. C'est encore très féminin. D'accord. Donc là, il n'y a pas de parité. Non. Dans un autre sens, pour une fois. Non, il n'y a pas de parité. On recrute des hommes, etc. Il n'y a pas de parité. Non. Non, il n'y a pas de parité. L'image, justement, la marque, elle a fondamentalement évolué sur les dernières années. Et ça se voit aussi au travers du logo qui est plus frais, non ? Il y a eu un truc... Alors non, le logo à date, il a 10 ans. Écoute... Oui, évidemment qu'on a énormément changé. Comment en fait la perception que j'ai de cette marque qui s'est rafraîchie, comment ça s'est construit ? C'était ton boulot quand même ? Oui, ça a été mon boulot. Donc on l'a fait de façon, en tout cas dans toute notre transformation, ce qui nous a guidés, on savait quelle était la direction, mais on n'a pas fait de bing bang. Par exemple, tu vois, sur le catalogue, par rapport à d'autres marques de catalogue qui l'ont arrêté du jour au lendemain, nous, on l'a arrêté sur plusieurs saisons. On a travaillé sur des cohortes clients, on a testé, avait testé, retesté, etc. Et on a fait une cure de détox de catalogue sur 3 ans. Le dernier catalogue, le gros, le Big Book, c'était 2015. Moi, j'ai commencé la transformation en 2012. Donc, c'est 3 ans de transformation. Sur la marque, c'était un peu pareil. Donc là, effectivement, il y a 10 ans, on a changé le logo. Avant, tu avais un logo, c'est pour ça que tu as ça en tête, un logo vert, capital, assez gros. Et là, c'est un logo un peu typo, noir. C'était les codes un peu logo de l'époque. Bon, ça donnait plus de, on va dire, un peu de chic à la française, quelque chose de plus sobre, etc. Et on a beaucoup travaillé sur notre image. Néanmoins, on a encore un gros travail à faire. Et là, on travaille en ce moment, d'ailleurs, à un changement assez radical
Ça veut dire quoi, radical? Tu verras. Non, mais je te demande pas que tu dévoiles le truc. Le radical, en fait, si tu veux, le constat qu'on a fait, c'est que oui, la Redoute a énormément changé, dans les chiffres évidemment, dans notre répartition de chiffre d'affaires et du poids des catégories, dans nos forces, dans la marketplace. On est devenu une marketplace de référence qui vend de la maison et ensuite de la mode. Et t'as encore trop de gens qui te voient comme un catalogue de mode femme. Bon, tu vois, il y a un moment donné, tu te dis, bon. Du coup, et on y reviendra dans l'année parce on est en train de bosser là-dessus, on sortira ça dans quelques temps, mais on s'est dit, il faut qu'on montre le changement, qu'on montre radical, et que ce soit assez radical. C'est-à-dire sur nos clients et nos clients qui se disent, il se passe vraiment quelque chose. Et il se passe vraiment quelque chose. Et avec, le sujet n'est pas que le changement, le sujet est aussi de réaffirmer qui on est devenu, cette marketplace de référence, et avec des catégories diverses et variées, etc. Et avec ce rôle de curation et de sélection. Donc on est à fond là-dessus. Donc ça arrivera à la rentrée. Ouais. Parlons plus de l'actualité avant qu'on ne revienne sur la façon avec laquelle vous construisez et développez la relation client. Ton actualité, c'est que après le départ de Nathalie et Eric, je le disais en introduction, tu as élargi en fait ton périmètre de responsabilité en devenant directrice générale adjointe. Tu me le disais avant qu'on enregistre. En plus du marketing et de la marque, tu as pris le commerce. Oui. J'ai une question à double fond. Parle-nous du commerce. Qu'est-ce que ça veut dire? L'omnicanalité chez vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et la deuxième... Et la suite de ma question, elle vient de l'oublier, donc elle va me revenir. Je te laisse répondre déjà sur cette première. Oui, la deuxième partie, c'était avec les Galeries Lafayette. D'accord. En fait, le rôle de l'omnicanalité. Et je pense que les Galeries Lafayette ont quelque part sont partie prenante donc quand on parle d'omnicanalité. Bien sûr. Écoute, le commerce chez nous, c'est l'offre, c'est la constitution de l'offre et le management de l'offre. Donc je te disais par exemple en maison, comme c'est 70% de notre chiffre d'affaires, voilà, il y a plein de produits, des marques à animer, du stock management, etc. Je travaille avec évidemment des patrons d'offres, donc en l'occurrence Sandrine Guichard sur la maison, qui a en plus en responsabilité le retail, parce qu'aujourd'hui on a des magasins ou des corners dans les Galeries Lafayette maison, donc la Redoute intérieure ou à MPM. Et puis on a aussi développé tout l'emport maison des Galeries Lafayette maintenant et la Redoute intérieure, donc le linge de maison, l'art de la table. Donc ça nous donne une visibilité en maison forte, physique, en plus de notre réseau de magasins en propre. Le réseau de magasins, j'en connais quelques-uns. Il est constitué de combien de magasins, combien d'unités à peu près? À peu près une quinzaine, mais tu as plus d'AMPM que de la Redoute intérieure. Et là, on est dans une vingtaine de galeries et on en ouvre d'autres. D'accord. Du coup, et Sandrine a aussi en responsabilité le B2B, parce que c'est un sujet important où on développe. Donc voilà. là, tu vends en wholesale? Non, je vends aux hôtels, aux agences, etc. Tous les clients pro B2B, et c'est une façon aussi c'est un autre type de spécialisation et sur lequel on a beaucoup ça s'appelle la Redoute Business. Et on a beaucoup de potentiel, on se développe très bien pour aller proposer, tu sais, maintenant dans les bureaux on n'a plus envie que ce soit tous pareils, etc. Donc bureaux, hôtels, restaurants, voilà, il y en a dans tous les sens, on a plein de projets là-dessus. Donc ça c'est le périmètre de l'offre maison qui est sous la responsabilité de Sandrine Guichard. Et après j'ai la partie mode qui est chez Christelle Gauthier. Donc là elle a l'ensemble de la mode avec la marque La Redoute Collection, mais aussi avec la stratégie de quelle marque on rentre, tous les partenariats, les achats de marques. Et là vis-à-vis des marques, par exemple on parlait tout à l'heure de Nike ou Adidas, on a par exemple avec certaines marques, on les a en marketplace mais on les a aussi en stock porté. Et donc le rôle de Christelle aussi, en plus de développer toute la MI, la marque interne, c'est vraiment de travailler sur ces partenariats stratégiques avec les marques. Okay. Et puis l'autre pilier, le dernier pilier du commerce, c'est la marketplace.
Donc voilà. Le recrutement. Le recrutement, l'onboarding, l'accompagnement, les projets aussi. Voilà. Donc ça, c'est la partie commerce. Et j'ai gardé mon poste marketing. Donc là, il y a 2 directions. Une qui est marketing marque et strat commercial. Parce qu'en fait, tout l'enjeu de cette organisation, c'est d'aligner les enjeux marché, client, commerce. On le faisait déjà, mais on va aller beaucoup plus loin. On travaille encore différemment. Finalement, de désiloter un certain nombre de choses. Est-ce que c'est de ça dont il s'agit ? Oui, c'est de ça. Enfin, en fait, le sujet, sincèrement, moi, j'ai une équipe formidable et c'est pas, je le pense, sinon, je partirais pas dans la bataille avec eux. La question sur ce type de poste, c'est quelle valeur ajoutée ? Qu'est-ce que tu peux apporter à tes équipes ? C'est tous des experts. Ils ont tous fait un boulot formidable. C'est quoi ta valeur ajoutée ? Tu vois, au-delà du titre de dire je prends un poste de direction générale adjoint, ok, bon. Donc, mais bon, l'enjeu pour moi, c'est vraiment la transversalité, la co-construction commune, et là-dessus, on a encore des chemins à parcourir, et on voit bien, ça fait déjà 2 mois qu'on bosse ensemble, et on franchit des montagnes. Je suis extrêmement... Optimiste, effectivement, et enthousiaste de cette nouvelle façon de travailler. Et puis j'ai une dernière direction qui est une direction d'expérience client. Alors avant j'avais une relation client et une expérience digitale, voilà. Et là c'est Marie Mercier qui prend ce poste, et donc elle doit construire justement un bout en bout, et aussi avec la réflexion omnicanal, c'est quoi les parcours rois, l'expérience client au global, quel que soit finalement où ça se trouve. Ah ouais, mais c'est clé. Oui. Mais on bossait pas totalement comme ça. Donc tu vois, c'est plus c'est dire de construire. Donc ça, il reste des directions et puis chacun fait son job. Mais comment ensuite on s'anime ensemble, on s'aligne ensemble, et comment on travaille avec les équipes et comment on décilote encore plus. Voilà. Alors l'organisation. Avec cette organisation-là, comment la Redoute interprète l'omnicanalité ou souhaite le faire. Pourquoi je te pose la question ? Parce que quand tu as un distributeur standard, la définition de l'omnicanalité, on l'aperçoit assez facilement. C'est-à-dire, tu as un réseau de magasins, tu as un site, une app, et ben l'idée c'est que ce soit sans couture entre la façon sur laquelle tu navigues dans ton app et puis l'expérience en magasin, et que même en magasin finalement ton téléphone vient contribuer, est un élément contributif à cette expérience riche en point de vente. On peut donner plein d'autres définitions. C'en est une. Non, mais tu me fais le pont. En fait, on a la même vision. Alors c'est intéressant parce que tu mentionnes 2 choses qui sont clés pour nous, l'application et le magasin. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'a pas un réseau de magasins de 200 magasins, et c'est pas au programme. Mais on se rend compte que dans un parcours roi de clients, le client qui est passé en magasin, qui a acheté en magasin et qui a l'application, c'est quand même les clients que tu transformes parce qu'ils ont cette expérience de marque. On parlait tout à l'heure de la maison qui certes, se développe beaucoup sur le digital et tout le monde y va, mais en fait, en même temps, ça reste quand même un marché physique aujourd'hui, et tu es content de voir la qualité des produits. Et si tu l'as vu une fois, si tu as eu l'expérience physique une fois, ça te rassure, et derrière, tu développes ton digital. Donc là où en fait finalement, je dirais que l'inverse, donc on a la même vision de ce que tu viens d'écrire, donc je ne vais pas paraphraser, mais quand un retailer se digitalise, lui il utilise le digital pour faire du drive to store, pour garder le contact en dehors du magasin avec son client, travailler son top of mind, peut-être préparer les achats sur le digital et revenir en magasin. Alors même si voilà, nous c'est presque l'inverse, si tu veux. C'est que moi plus de gens vont passer en magasin, ça va nourrir ou débloquer des gens qui seront après toujours sur le digital. Ça veut dire que le magasin vient teaser l'offre ? Ouais, complètement. C'est comme ça qu'il faut le voir ? Ouais, donc, tout à fait. Plutôt dans du showrooming. Oui, alors chose. Après on vend, et voilà, il faut réussir faut trouver, faut être rentable, parce qu'on a nous une par rapport à d'autres, on a une vision très, il faut être, pour la pérennité de l'entreprise, la croissance elle doit être rentable. Ouais, ça c'est un truc très différent aussi. Par rapport à tous mes acteurs en face, ou tous les compétiteurs en face. Je comprends. Voilà. Et là-dedans, les Galeries Lafayette, de façon générale, parce que les corners dans les magasins, ok, on a compris. Mais c'est une exposition formidable.
Ah oui, ça Ouais. j'imagine, volontiers. Comment ils vous apportent leur support, parce que maintenant c'est 100% intégré aux Galeries Lafayette. Oui, non, écoute, en fait, après, donc la vision, Parce qu'il y a des synergies sur les achats, les machins comme ça, quoi. j'allais finir sur juste la vision omnicanal, donc Ouais, vas-y. voilà, c'est à peu près la même chose. Ensuite, c'est pas encore aujourd'hui, c'est pas encore complètement live dans le sens où nos systèmes ne sont pas conçus forcément pour faire de l'omnicanal. Là, avec les galeries, il faut que les systèmes se parlent, etc., etc. Donc tu sens bien, et souvent, hein, moi je trouve chez les distributeurs, même s'ils prônent une vision omnicanal, il y en a assez peu qui, dans la réalité, font vivre cette omnicanalité à leurs clients. Donc nous-mêmes, là-dessus, on est assez humbles. Hein. On a commencé les magasins en 2015 de façon un peu artisanale, en pleine transformation IT, donc autant dire que c'était avec des bouts de ficelle. Et donc maintenant, il faut qu'on arrive à avoir et l'enjeu de transformation aussi IT est d'avoir un socle qui nous permette aussi d'aller vers cet omnicanal. Et je dirais même plus, notre vision là-dessus, c'est d'être vraiment une plateforme et pouvoir aussi aller faire de la reverse marketplace, aussi brancher d'autres types de produits en API, etc., etc. Donc ça, c'est tous nos enjeux un peu techno qu'on est en plein dedans en ce moment. Sur la partie galerie, donc les synergies commerciales, il y en a plusieurs. Par exemple, gl.com se vend en marketplace chez nous, on se vend en marketplace chez eux. Donc là, c'est l'ensemble de l'offre, enfin ça va être presque l'ensemble de l'offre. Là, on vient, je te disais rapidement, de brancher, on commence à travailler avec les marques cosmétiques des GL, des Galeries Lafayette qu'on vient de lancer sur notre site. C'est assez nouveau, il faut constituer l'offre, il faut convaincre les marques de venir, il faut avoir cette dimension peut-être plus groupe, Galeries Lafayette plus La Redoute. Ça marchera pas sur certains produits et on va pas aller se faire du luxe, etc. C'est pas du tout notre positionnement, mais sur d'autres produits ça peut fonctionner. Et puis je te dis, le plus abouti, c'est quand même l'ensemble de ces corners qui sont importants aujourd'hui dans les galeries. Je pense que les department stores aussi se transforment. Hein. Ils ont aussi une révolution à faire, un peu plus comme des lieux d'expérience. D'ailleurs, les galeries Lafayette Haussmann a communiqué sur le fait qu'ils allaient avoir, tu sais, un sous-sol complètement dédié au care, aux soins, à la cosmétique, mais tu vois, spa, etc. Donc ça commence en juillet et à la fin de l'été. Donc on va vers des lieux d'expérience, ils ouvrent de plus en plus de restaurants. Comment tu fais venir ces gens dans ces lieux? Et là, à la maison, il y a des choses intéressantes à faire. Donc dans ces cas, eux, ils se transforment aussi et on a pas mal de passerelles à faire. Après, il y a d'autres synergies possibles, il y a des synergies d'achat indirect, mais c'est pas ça qui t'intéresse, évidemment, et on pourrait avoir d'autres projets, mais pour l'instant, c'est embryonnaire. Bon, écoute, en tout cas, c'est clair. Parlons maintenant du consommateur. Parlons du consommateur, oui. Cyril. Parlons du consommateur. Non, mais parce que là, on l'a quand même évoqué en filigrane de tout ce que tu viens dans cette conversation. On a compris l'importance de la relation. Mais une marque se construit aussi dans la relation, exclusivement dans la relation qu'elle a avec ses consommateurs. Ses consommatrices, parce elles sont majoritaires. Comment les réseaux sont utilisés pour pouvoir construire cette image, cette relation tu l'as souligné en introduction, je parle de marque patrimoniale, donc il y a de l'affect. Oui, il y a beaucoup d'affect. Dans cette marque. Comment, en fait, c'est un asset, comment on l'utilise, comment on capitalise là-dessus, comment on fidélise tous ces clients et comment on leur parle. Alors, écoute, comment on leur parle bon, déjà, je pense que le sujet du e-commerce par rapport au commerce, c'est quand même l'expérience client. On ne vend pas qu'un produit, on vend un produit et une solution. Ça paraît évident, mais je pense que parfois, les équipes ou d'autres, tu vois bien, tu vis ça peut être, moi je dis toujours, le e-commerce, ça peut être le meilleur comme le pire. Tu peux partir dans et avec chaque acteur, même les meilleurs, de temps en temps, tu peux vivre des choses totalement ubuesques. Donc tout l'enjeu, c'est quand même d'éviter ces frictions. Et de délivrer la meilleure satisfaction. Alors évidemment, des gens comme Amazon ont mis le standard très haut, mais en réalité, c'est ce que tout le monde cherche. Et pour moi, c'est la première chose. Je parle de ça parce que
Je ne crois pas en une communication ou en une tonalité de marque ou un CRM complètement déconnecté de la satisfaction et de l'expérience d'achat. Je pense qu'il faut déjà être très bon dans ça, et après tu peux avoir une tonalité de marque, etc. On a, pendant toute notre transformation, cassé beaucoup de clients, si je peux le dire comme ça. Hein, quand on a lancé notamment K30, qui est notre nouvelle plateforme logistique maintenant depuis longtemps et qui marche très bien aujourd'hui, à l'époque, en 2016, je te dis pas. Donc ça a été, on a aussi perdu pas mal de clients en chemin. Donc notre enjeu, c'est de les reconquérir. Et donc du coup, on travaille beaucoup sur le NPS, sur les services, sur la qualité de service. On est très sur la data et on avance beaucoup. Donc au départ, on n'est pas forcément les plus forts là-dessus, mais on a beaucoup travaillé ces dernières années et on continue sur nos process. On a gagné beaucoup en NPS et on voit bien, du coup, c'est aussi la base de ton réachat. Je commence là-dessus parce que finalement, un client déçu ne reviendra pas. Bah bien sûr. Donc tu le sais. Et le recrutement coûte cher. Terriblement cher, et encore plus maintenant. Voire même c'est indécent. Donc, non, mais soyons clairs, mes amis de Google, bonjour. Donc, du coup, l'enjeu, c'est vraiment de garder tes clients. Et donc, après, une fois que tu te dis, bon, ok, cette première expérience, et fort heureusement, on y arrive maintenant, se passe très bien et les gens sont satisfaits, tout ton enjeu, c'est quand même de les faire revenir. Et donc, c'est un enjeu de personnalisation. Ah, donc d'où la data. D'où la data, et le choix qu'on a fait et qu'on commence à opérer là maintenant, et pourtant c'est un long chemin, c'est que nous on s'est dit, finalement dans le monde digital de demain, ce qui m'intéresse le plus, je suis même plus mobile first, je veux être app first. Pourquoi ? Parce que dans un environnement logué, par rapport au pilotage des investissements commerciaux et de tout ce qui va arriver, et ce qui est déjà, bon, il y en a eu le consentement, mais après derrière la fin des cookies, etc., tu arrives à être pertinent avec tes clients. Donc moi, mon client roi, en tout cas pour celui pour lequel je veux m'ultra décarcasser, c'est le client qui est à l'app, qui a pris la Redoute Plus en abonnement. La Redoute Plus, c'est ce qui permet de minimiser les frais de livraison. Exactement. C'est livraison gratuite, c'est frais de livraison gratuits, plus d'autres avantages, etc. Et pour 15 € par an. Donc c'est vraiment ces programmes de service, d'abonnement autour du service qui marchent très bien. 15 € par an ? Oui. Ouais, c'est rien. Non. Bah, tu l'as rentabilisé à ta première commande. Donc la personnalisation. Et du coup, donc on a encore la personnalisation dans l'idéal demain liée au déclaratif client. C'est-à-dire, en tant que client, je veux bien partager ma data, donc derrière tu dois avoir des services vraiment topissimes. Et donc là, on commence à personnaliser notamment le dashboard dans l'app. Enfin, le dashboard, c'est la première, voilà, c'est pas une home page, tu vois, c'est la première page. On va aller beaucoup plus loin et on a vraiment cette stratégie de app first et on est en train de franchir des étapes. Le poids de chiffre d'affaires de notre app, on s'est mis, on veut être à 35% à la fin de l'année. Parmi vos clients. Le poids de chiffre d'affaires en France sur l'application, 35% à la fin de l'année. Waouh. Ok. Mais on va y arriver. Ok. Donc si tu veux, ça veut dire ça c'est une stratégie quand même, et donc du coup, ce qu'on se dit, c'est que finalement, on veut un site web ultra efficace, en temps de réponse, en SEO, en taxonomie, en filtre, en search, etc., en paiement évidemment. Tu vois, le truc doit être... Parce que les gens n'arrivent pas... Alors, le recrutement app, certains le font très bien, y arrivent et on s'inspire et on regarde, etc. Mais nous, on n'est pas un service, tu vois. On n'est pas Uber ou on n'est pas Deliveroo. Donc, c'est pas app first, normalement, notre business model. Après, d'autres y arrivent, donc on regarde tout ça. Mais du coup, tu as passé une très bonne première commande sur le site mobile de la Redoute. Normalement, ta deuxième commande, tu dois la passer sur l'app. Donc, à nous de les transformer sur l'application, et une fois qu'ils sont là, donc là on a commencé la personnalisation, on va sortir bientôt aussi des briques d'inspiration. Je pense qu'il y a une dimension aussi, peut-être par rapport à d'autres e-retailer qui est très importante pour nous, c'est comment, donc quand on disait notre mission c'est embellir la vie des familles, comment j'inspire les gens, comment je deviens pas une marque média, ça serait prétentieux, mais comment les gens reviennent flâner sur un site de e-commerce, et donc dans une app demain, et je trouve ça très intéressant. Donc c'est le contenu là. C'est le contenu, on est vraiment sur le contenu.
Ok, donc c'est pas juste une fiche produit, c'est plus. C'est plus. Ok. Voilà. Là-dedans, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont un élément de la stratégie. Les réseaux sociaux sont clairement un élément de la stratégie et où je trouve qu'on doit aller beaucoup plus loin. Voilà. D'accord. Et là, c'est quand même les notions d'inspiration, oui. Que vous avez déclenché l'émotion, oui. pour finalement raconter si tu veux, plus qu'une histoire d'expérience d'achat. On a la chance de travailler dans des domaines qui sont créatifs, où il y a des belles choses, si tu aimes la déco, si tu aimes la mode, où tu as des belles histoires, où tu peux faire de la co-création avec tes clients, où tu peux même raconter des petits créateurs, etc. Enfin, donc on est dans un domaine qui se prête à l'inspiration. Et juste à envoyer des belles choses et de générer une émotion dont je te parlais. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas aussi faire des reels un peu fonctionnels, tips, tutos, etc. Tout ça c'est aussi c'est une autre mode c'est plus du conseil, donc cette dimension conseil peut être très intéressante, mais on croit beaucoup à l'inspiration. Et aussi et en plus on pense que ça peut être une unicité de la Redoute, c'est-à-dire qu'en fait on a cette chance d'être entre un distributeur marketplace, on citera pas les gros, et une marque, parce que nous comme on a un vrai savoir-faire de design, on fait nos propres produits, on construit nos marques propres, mais qu'elles ont un poids très important dans notre business, si tu veux, ce savoir-faire de marque on l'a aussi, et ce qu'on doit rajouter c'est encore plus de curation pour l'offre, et du coup tu mélanges les choses. Enfin, je peux pas tout te raconter. Voilà, Cyril, je ne peux pas tout te raconter. En tout cas, tu m'en as raconté pendant 1h10 déjà bientôt. Et j'ai l'impression que j'ai pas vu passer l'heure. Merci. Et tu n'as pas fait toutes tes parties. Merci. Mais c'est bien. Merci pour... Si. Ah, si. Voilà. Mais je les ai peut-être pas nommées. D'accord. Mais toutes les parties ont été respectées. On a fini sur sur les consommateurs. Et justement, toi, j'avais dit acquisition, CRM, data client, réseaux sociaux. C'est vrai. Attends, en 5 minutes. Incroyable. Voilà, on l'a fait. On a parlé des marketplaces, on a parlé des ventes en propre, vers les galas. Elles sont dedans. Stratégie omnicanal. Non, c'est bon, on a respecté, je te garantis. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Avant que je te dise au revoir, je vous remercie, vous les auditeurs, pour être toujours plus nombreux. Merci à Comexposium, donc je l'ai déjà cité, mais qui édite le One-to-One Retail e-commerce de Monaco, pour son soutien. Amélie, merci. Si on veut rentrer en contact avec toi, est-ce qu'on passe par LinkedIn, par exemple? Ouais, tout à fait. C'est un bon moyen. Complètement. Et puis, écoute, merci encore. Merci pour ce temps d'échange fort intéressant. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. Merci.